Je vous donne mon ressenti au sujet de l'hexagone de ce week-end. L'hexagone 23, Mathieu Leto Duclos contre Daichi Mikami, Paul Dena contre Landouzi, Wally Tandia contre Christopher Odena, Hugo Vidal face à Keoni Lambert. On va parler de Théo Ulrich, on va parler de Nicolas Bivol, de tout ce qui était intéressant en fait dans cette soirée. Franchement, faut dire que l'hexagone prend de plus en plus de place sur la scène du MMA français. Ils ont fait pas mal de grosses signatures l'année dernière et franchement ça paye. Il y a plusieurs choses qui m'ont agréablement surpris avec l'Hexagone lors de cet événement en particulier, autour de cet événement également, notamment leur présence sur les réseaux sociaux. Il y a très peu d'organisations françaises qui mettent autant l'accent sur les réseaux sociaux et je pense que c'était vraiment un bon choix de leur part. Ça m'étonnerait pas qu'on voit d'autres organisations françaises s'inspirer un petit peu de ce modèle-là parce que vraiment ça fonctionne, le fait d'être super présent en story, en post sur Instagram, de vraiment marquer sa présence sur les réseaux sociaux. Après, ils ont été aidés aussi par les personnalités, mais ce qui est pas mal, les personnalités, j'entends Wally Tandia, Théo Ulrich, etc. Mais justement, ce qui est pas mal de la part de l'Hexagone, c'est qu'ils ont permis aussi aux combattants de se sublimer. Et ça, c'est la deuxième chose qui m'a pas mal surpris, en termes de divertissement en tout cas, c'est à quel point ils s'investissent dans le branding des combattants. Là, par exemple, Théo Ulrich, c'est pas toutes les organisations qui vont accepter que tu ramènes la batte de baseball, que tu les zombies, etc., que tu fasses ce petit clin d'œil, cette petite référence. Il l'avait déjà emmené dans le passé, mais jamais avec vraiment tout ce scénario autour de lui. Et franchement, je pense que ça fait la différence. C'est quelque chose dont on va se souvenir au fur et à mesure que sa carrière avance. Et ça va être un peu le nœud de cette vidéo, vu qu'on va parler des combattants amateurs et des polémiques, entre guillemets, ou plutôt, on peut pas parler de polémique, mais vous savez, de la réflexion qu'il y a actuellement autour de la fame qu'ont les combattants amateurs. Le MMA, c'est vraiment un sport où les combattants doivent allier ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la cage, et ça a une importance presque égale. Honnêtement, je dirais pas égale parce que ce qui se passe dans la cage, ça reste toujours primordial, mais il n'y a aucun autre sport auquel j'arrive à penser où la présence médiatique compte autant. Je dirais que c'est 30 à 40% de la carrière en MMA qui se fait à l'extérieur de la cage en fait. Et là, l'Hexagone montre une sorte de volonté de participer au développement de la carrière des combattants à l'extérieur de la cage, tout comme à l'intérieur. Ils n'ont pas hésité à mettre en avant les interactions entre Wally Tandia et Christopher Odena, même si c'était des interactions parfois que certains pouvaient juger irrespectueuses, qu'il y avait des tensions où on sort un peu du côté martial du sport et ça rentrait plus dans le côté divertissement, comme on peut le voir plus en Amérique. Ils n'ont vraiment pas du tout hésité à mettre ça en avant, même la conférence de presse. Et là, évidemment, il faut remercier les médias et les combattants de jouer le jeu, mais il faut reconnaître que l'organisation aussi jouait le jeu, elle laissait bien le temps aux combattants de répondre, de vraiment interagir entre eux. C'était vraiment le ton qui avait été donné dans cette conférence de presse juste avant le combat, que voilà, on cherche un peu les tensions. Par exemple, il demandait à Alan Landouzi une réponse à ce que vient de dire Paul Dena, alors que eux, ils n'étaient pas du tout dans une confrontation du même style que Wally Tandia face à Christopher Odena, mais c'est ce que cherchait un peu l'Hexagone, c'est ce que cherchaient évidemment les médias. En général, c'est ce que veulent les médias, un peu de feu, un peu de tension, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, on a des conférences de presse qui sont très plates, où vraiment on sent que autant l'organisation, autant les combattants, on cherche vraiment à faire la chose la plus martiale possible, à faire quelque chose où on ne se prend pas pour des Américains, etc. C'est une pensée qui est assez française, c'est assez commun en France d'avoir cette pensée-là. Là, c'est pas du tout la pensée qui est adoptée. On pense vraiment au divertissement, on pense vraiment à ramener de l'audience, nourrir la brand des combattants, le branding des combattants. Et ça, je trouve que c'est un bon point. La contrepartie de ce fait, c'est que quand une organisation ou un combattant fait du boucan avant un événement, il faut vraiment délivrer une performance incroyable le soir de l'événement. Il y a pas mal de personnes qui ont été déçues, notamment par les performances de Mathieu, de Wally Tandia et même juste par le côté haché qu'avaient certains combats ce soir-là. Je suis pas forcément d'accord pour ceux qui expriment une certaine déception face à Mathieu, non plus face à Wally Tandia. J'estime pas que ce sont des performances décevantes et je vais expliquer pourquoi. Selon moi, ces performances décevantes, c'est même au contraire une bonne chose, particulièrement pour Wally Tandia et Mathieu. Ils ont commencé leur combat comme ils avaient annoncé qu'ils allaient le faire. Ils ont montré beaucoup de facettes différentes de leur jeu dans le combat. Ils ont montré de quoi ils étaient capables. Donc en fait, on en a vu beaucoup. On les a vus dans beaucoup d'aspects du combat. On peut pas vraiment dire qu'ils ont menti parce qu'un combat, c'est pas prévisible. Wally Tandia, il pouvait pas nous prédire parfaitement qu'il va réussir à le mettre KO au premier round. Par contre, il peut nous montrer que c'était pas une bêtise de sa part de penser qu'il avait cette capacité. Et littéralement, au premier round, on avait l'impression qu'il allait le mettre KO, Christopher Odena. Il était à deux doigts, bien joué de la part du vétéran d'avoir réussi à survivre avec le clinch, etc. Maintenant, il y avait aussi un problème dans le style de Wally Tandia qui fait que avancer. Et je sais pas si c'est vraiment un problème à terme, mais il faut vraiment qu'il aiguise ce style parce que du coup, le fait de tout le temps avancer, de rentrer du coup en tight clinch et de prendre des positions du coup en lutte contre la cage qui sont pas forcément des positions déterminantes. C'est Aboubakar Younousov qui relevait ça du coup dans le live de Dans la cage sur Instagram. Il parlait du fait qu'à chaque fois que Wally Tandia prenait ces positions-là,
il essayait pas de faire grand chose avec en fait. Il restait contre la cage. C'était plus des positions stagnantes. Il n'était pas décisif dans sa manière de lutter, dans sa manière de grappler. Maintenant, ça reste un style qui fonctionne bien. Il met constamment la pression sur son adversaire. Il le noie comme dans les combats précédents. En fait, c'est le style qui semble être le plus naturel pour Wally Tangia. Mais il faut l'aiguiser. Il y a des combattants comme Dricus du Plessis justement qui ont à peu près ce style. Donc pas étonnant qu'il soit allé s'entraîner avec lui. Évidemment qu'avec le temps, surtout si Dricus du Plessis l'a mis en story et a dit que c'est le futur, je pense pas qu'il a dit ça qu'il a dit ça à la légère entre guillemets. Je pense que vraiment il y a quelque chose avec Wally Tangia. Je pense qu'on peut tous le voir, mais qu'évidemment à cause du trash talking à l'extérieur de la cage, on s'attend à quelque chose de flamboyant. Mais vous savez quoi, il nous l'a fait le truc flamboyant au début du combat. Il aurait vraiment pu le mettre KO. Il nous a montré qu'il aurait pu le faire. Que voilà, je dis pas non plus que c'est un choix et qu'il a fait exprès de pas le mettre KO au début, mais c'était pas ridicule de sa part d'annoncer ça avant le combat. Je pense que si on fait le combat 10 fois, il y a au moins 3 scénarios sur les 10 où il obtient ce KO au premier round. En tout cas, c'est ce que nous a montré ce combat-là. Maintenant, pourquoi je dis que c'est encore mieux qu'il n'ait pas mis KO Christopher Odena, c'est parce qu'on peut facilement tomber, surtout pour son premier combat professionnel, dans le piège d'avoir trop d'attentes autour de soi et de trop bien réussir son premier combat. Un exemple simple, Cédric Doumbé face à Jordan Zebo. Son premier combat au PFL, il gagne en 9 secondes. Tout le monde l'appelle la prochaine superstar. C'est ce que j'avais dit juste après le combat, hein, que une fois qu'il va tomber face à un combattant, vous pouvez retrouver la vidéo, c'est sur mon TikTok. J'avais dit, une fois qu'il va tomber sur un combattant qui n'est pas affecté par le trash talking, qui va pas se laisser hypnotiser un peu comme Jordan Zebo s'était laissé hypnotiser, que ce soit par Cédric lui-même ou par le public, il va avoir beaucoup de mal. Et j'avais mis la photo de Baki quand j'avais expliqué ça. Dès le combat suivant, du coup face à Baki, il perd. Bon, la défaite, elle est controversée, on va pas revenir sur ça. Mais il faut admettre que c'était beaucoup trop pour le niveau de Cédric Doumbé à ce moment-là, qui était seulement à son deuxième combat au PFL et qui passe d'un combat au Zénith avec 6000 personnes. Il met Jordan Zebo KO très rapidement. On n'a même pas vu de phase de lutte. Il n'a même pas beaucoup de temps dans la cage du PFL. Il a seulement 9 secondes dans la cage du PFL. Et dès le combat suivant, avec 9 secondes d'expérience dans la cage du PFL, on le met dans la plus grande salle. Enfin, je ne sais pas si c'est la plus grande salle. Bercy, je ne pense pas que ce soit la plus grande salle. Mais on le met face à 20 000 personnes et face à un tueur comme Baki dans un combat avec une pression intenable. Bien sûr que c'était un peu tendu. C'était un peu piégeux pour Cédric Doumbé. Et ça, c'est pas que Cédric Doumbé qui est tombé dans ce piège. On compte plus les combattants qui sont tombés dans le piège de finir les combats trop vite et du coup de ne pas avoir beaucoup de temps dans la cage et donc de pas vraiment développer d'aisance. Là où Ali Tanja, il a quand même réussi à faire ses 3 rounds, 3 x 5. Il rentre dans le monde professionnel, il a pris ses marques vraiment avec toute la pression qu'il s'est mis avant le combat. Je pense que ça reste quand même quelque chose à saluer. Il a quand même dominé Christopher Odena. Odena, c'est pas non plus un vieux combattant. Évidemment que voilà, on se dit il a 40 ans, il a commencé le MMA il y a quelques années, etc., etc. Mais ça restait quand même un challenge pour quelqu'un qui sort tout juste du circuit amateur, qui a perdu en plus son dernier combat en amateur en la qualité de Wally Tanja. Donc il fallait quand même qu'il réussisse à rebondir. Il l'a parfaitement fait, surtout si on prend en compte tout l'événement dans sa globalité. Wally Tanja, il s'est fait remarquer, il a pris en stock, il a pris en fame, et en plus de ça, il a gagné son combat, il a développé une certaine confiance en tant que combattant professionnel dans la cage, il a passé ses 5x3. On n'est pas obligé d'avoir des progressions trop rapides, justement, heureusement qu'il n'ait pas une progression trop rapide avec la manière dont il parle. S'il avait réussi à le mettre KO aussi vite, on l'aurait mis face à un tueur dès son prochain combat. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Paul Dena, parce qu'en réalité, le combat face à Alan Landouzi, c'était un peu un piège, hein. La réalité, c'est que beaucoup de monde, pas seulement les maîtres fumiers, beaucoup de monde autour du combat voyait ce combat comme un piège pour Paul Dena, parce que beaucoup de gens voyaient Landouzi l'emporter dans ce combat. Et la grande majorité, en tout cas des personnes avec qui j'ai échangé, la grande majorité voyait Landouzi l'emporter sur Paul Dena. Et c'est Paul Dena qui s'est élevé à un certain niveau. Mais je vais revenir sur ce combat un peu plus tard. Je finis juste sur ce que je dis, en particulier pour Wally Tanja et Mathieu, mais particulièrement pour Wally. On préfère voir un combattant qui nous montre toute sa palette technique, un combattant qui nous montre sa capacité en cardio, un combattant qui nous montre son aisance dans la cage. C'est plus rassurant qu'un combattant qui gagne très rapidement et qu'on va envoyer face à un tueur du coup dès son deuxième combat. Là, il est safe, personne ne veut le voir face à un tueur. On va lui donner un autre combattant, un peu comme Christopher Odena pour son deuxième combat, peut-être même pour son troisième combat, quatrième combat, le laisser monter tranquillement, accumuler les verres, et ensuite on va chercher à ce qu'il ait des bêtes de performance. Son niveau devra suivre évidemment. Au bout d'un moment, on peut plus mentir entre guillemets. Si vraiment il n'a pas le niveau d'aller jusqu'où il a l'ambition d'aller, bah ça va se voir. Mais en tout cas pour l'instant, je trouve que cette performance, elle est de bon augure pour la suite de sa carrière. Donc c'est loin d'être une déception comme beaucoup sont en train de le dire actuellement. Je pense que c'est même le meilleur scénario. Pareil pour Mathieu Leto Duclos. Mathieu, il a commencé le combat, il a failli mettre KO Daichi. Le truc avec ce combat entre Mathieu et Daichi Mikami, j'ai pas compris pourquoi l'arbitre n'a pas arrêté le combat dès la fin du premier round. Je sais pas si vous voyez de quelle action je parle, où Daichi Mikami est littéralement KO debout. Il se fait sonner au moins 5 fois sur l'action. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a pas très longtemps à Rouen,
On avait eu le KO de Ramzat Abaev, que j'avais pu interviewer justement, que je respecte énormément. Mais sur ce combat-là, l'arbitre en tout cas a arrêté le combat vraiment trop vite, je trouve, face à Yuri. Je pense que Ramzat Abaev l'aurait terminé de toute façon, mais il faut admettre que c'était un arrêt assez rapide. L'arbitre n'a même pas laissé une seule chance à Yuri, l'adversaire de Ramzat, et il a arrêté le combat. Là, si on avait eu le même arbitre face à Mathieu Leto Duclos, Mathieu aurait eu son KO au premier round, tout le monde serait là à mettre des posts sur Instagram, il va aller à l'UFC, il a rien à faire à l'Hexagone, c'est vraiment, il est trop fort pour cette ligue, etc., etc. Les gens auraient dit, il a affronté un plombier, le japonais était pas fort, etc., etc. On serait tous là à encenser Mathieu de fou, alors que justement, on n'aurait pas vu tout ce qu'il nous a montré en termes de lutte au sol, les positions qu'il a prises, la décision de changer de game plan en plein milieu de combat. Ça reste une performance aussi, c'est quelque chose d'assez faut avoir du sang-froid pour réussir à le faire. En plus, évidemment, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de la raison du changement de game plan. C'est ce dont il a parlé au micro juste après le combat. Il expliquait qu'il a réussi à écouter les conseils de Daniel Warin pour réussir à changer de game plan au milieu du combat, ce qui est loin d'être facile. Il y a des combattants qui justement n'arrivent pas à entendre leur coach, qui n'arrivent pas à appliquer et à changer de plan en plein milieu du combat. Donc il a réussi à le faire et ça nous montre quand même un certain sang-froid de la part de Mathieu qui est hyper important pour la suite de sa carrière, surtout s'il finit par aller à l'UFC. On ne connaît pas forcément la raison pour laquelle il a changé de game plan. On sait que s'il y avait une excuse ou une raison, quelque chose, un accident qui s'est passé pendant le combat, il le dirait certainement pas. Comme Mathieu nous l'a dit après le combat, il a cherché à faire ce qu'il y avait de plus safe, à ne pas prendre trop de risques à échanger avec le japonais. Il frappait vraiment fort le Daichi Mikami en question. Maintenant, c'est pas comme si Mathieu avait bloqué le jeu, qu'il avait été stagnant un peu tout le combat, pas du tout. Il a pris des risques au début du combat et il a failli le mettre KO. Donc finalement, on a un peu tout vu. On a vu l'opposition de striking, le kickboxing japonais face au striking de Mathieu Leto Duclos. On a vu que Mathieu est au-dessus, il a failli le mettre KO. Encore une fois, avec un autre arbitre, ça aurait été KO terminé, mais finalement le combat a continué. On a vu que Mathieu, même dans les phases de grappling, il a l'avantage. Parfois, il se faisait renverser, mais il reprenait toujours le dessus. Et on a vu surtout qu'il arrive à tenir ce rythme sur la durée. Donc en fait, on a vu quelque chose de beaucoup plus complet, quelque chose qui, en tant que coach ou en tant que fan de Mathieu, entre guillemets, on va être tout simplement plus rassuré. On se dit que, ok, il est à l'aise sur tous les aspects du combat, on sait comment situer son niveau, on sait aussi qu'il aurait pu mettre KO l'adversaire en question dès le premier round, juste ça aurait été un arbitre différent, ça aurait été KO. Il y a carrément un moment où Mathieu a arrêté de frapper, il envoyait des hammer fists, il a arrêté de frapper pendant qu'il envoyait des hammer fists, l'arbitre aurait vraiment pu s'interposer à ce moment-là, le japonais était complètement évasif, il savait pas où il était, et on peut pas juste ignorer cette première phase où littéralement on est passé à ça d'un KO au premier round et se dire ok c'est une déception parce que ça a duré tout le combat. Non, au contraire. Ok, c'est bon, t'as eu ton KO au premier round, entre guillemets. Maintenant, montre-nous qu'en réalité, on n'a pas à s'inquiéter comme on devait s'inquiéter pour Cédric Doumbé, à se dire que parce que t'as eu un KO aussi rapidement dans le combat, on n'est pas sûr qu'on peut t'envoyer faire des 3x5 ou des 5x5 face à d'autres combattants qui sont à un niveau bien au-dessus dans une ligue meilleure, comme l'UFC pour Mathieu, ou pour une autre ligue supérieure pour Walid Tangier. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette philosophie. Là, je l'ai dit un peu comme si c'était un consensus dans le monde du MMA, mais peut-être que c'est juste une philosophie que moi j'entends de mon côté, mais que de votre côté vous préférez les combattants qui mettent des KO très rapidement et qui font une avancée très rapide dans leur carrière. Donnez-moi votre avis en commentaire. Évidemment, le but c'est de débattre. J'ai pas la vérité absolue. C'est que mon avis. Tout à l'heure, je vous parlais du piège de construire une hype trop rapidement dans sa carrière amateur ou dans sa jeune carrière pro et du coup de se retrouver face à des adversaires qui ont un niveau qui est équivalent à la perception des fans, à la perception des organisations. Exemple simple, Paul Denat qui a un niveau correct, mais qui, comme il est une star, s'est retrouvé face à Alan Landouzi, que beaucoup voyaient bien meilleur que Paul Denat. C'était un peu le consensus en coulisses, c'était vraiment pas que les MF qui disaient ça. Et maintenant, ça nous force aussi à nous poser la question, à quel point est-ce qu'on a gonflé le niveau de Landouzi, en fait. Non pas que Paul Denat soit pas aussi fort, non pas que Landouzi soit pas aussi fort, que qui que ce soit pas aussi fort, mais en fait, tous ces combattants français, ils sont en train de vivre un peu une chose. Hugo Vidal, dans la même situation, et on va en parler là juste après, ils sont un peu dans la même situation où en fait le sport est en train de grossir en France. Eux, ils se retrouvent à être des cracks en France, pas à l'international. C'est des cracks en France, là où il n'y a pas encore un bain de combattants amateurs en France pour qu'ils puissent vraiment se fondre dans la masse et être considérés comme des combattants lambda. Dès qu'il y a un combattant qui sort un tout petit peu du lot en France, directement on se dit que c'est un crack, c'est une pépite. En fait, vu que le sport est en plein développement et qu'il n'y a pas encore assez de combattants, c'est encore trop facile, entre guillemets, de sortir du lot. Au bout d'un moment, ce sera plus aussi facile de sortir du lot et ce sera peut-être une bonne chose en fait pour tous les combattants amateurs. D'un côté, ça peut être une bonne chose parce que du coup, mettre toute cette pression sur un combattant amateur, d'avoir tous les yeux rivés sur toi quand tu es un amateur, ça peut être une bonne chose si tu arrives à en tirer le maximum comme Paul Denat a réussi à le faire en faisant cet exploit. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut parler d'exploit quand le niveau de Landouzi n'était pas si déterminé que ça ?
Je dis bien déterminé, on ne savait pas exactement quel était le niveau de Landouzi, c'était plus des oui-dire, vu que, encore une fois, c'est un amateur. Donc on n'a pas vu tant que ça, et même ce qu'on a vu, c'est pas forcément décisif. Mais en tout cas, c'est une bonne chose quand on réussit à faire ce que Paul a réussi à faire. C'est pas une opportunité qui va rester. Au bout d'un moment, on pourra plus, il y aura vraiment trop de combattants amateurs pour vraiment sortir du lot aussi vite en tout cas. Mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui sortent du lot très rapidement, mais qui n'ont pas forcément le niveau d'être à ce niveau-là d'exposition. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que justement là je pense à Hugo Vidal qui lui-même avait battu Paul Denat. Mais la difficulté justement dans ce jeu-là de monter très rapidement en termes de hype, c'est de monter son niveau à la même vélocité à laquelle on est en train de monter son niveau de hype. Manifestement, Paul Denat a réussi à élever son niveau à la vitesse à laquelle son niveau de hype montait. Pas Hugo Vidal. Hugo Vidal, on parlait de lui particulièrement après sa victoire face à Paul Denat. Ça ne veut pas dire que ça annule son niveau, que ça annule sa victoire face à Paul Denat ou quoi, que ça la rend caduque. Ça veut juste dire qu'on accorde beaucoup de crédit, peut-être trop de crédit aux combattants français actuels parce qu'ils sont bons, mais aussi parce que c'est les seuls. C'est les seuls qui sont mis au devant de la scène parce qu'il n'y a pas grand monde sur la scène. Et pourquoi je dis que c'est une super opportunité pour certains et de l'autre côté, c'est la pire chose qui puisse arriver à d'autres, c'est qu'en MMA, l'image, c'est vraiment 50-50, voire 40-60 comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et la pire chose un peu qui peut arriver à un combattant, c'est d'avoir énormément de hype au début de sa carrière, de décevoir tout le monde et de devoir tout remonter juste après en termes de popularité. Là, Hugo Vidal, il va devoir redresser la chose très rapidement pour qu'on garde son nom en tête et surtout qu'on n'associe pas son nom à quelque chose de mauvais. Qu'on se dise Hugo Vidal égale prospect hypé mais pas si bon que ça. Ça, ce serait un problème parce que du coup, ce serait très difficile qu'il se défasse de cette image. Ça demanderait énormément de combats, énormément de communication, etc. C'est pour ça que des combattants comme Jordan Zebo, son nom, vous savez très bien avec quoi il résonne. Ouais, jusqu'aujourd'hui. Et là, il est sur une série de victoires, hein, Jordan Zebo, mais personne ne le sait. Personne ne lui donne le crédit qu'il mérite pour le fait qu'il soit sur une série de victoires. Il doit vraiment travailler beaucoup. Il doit vraiment faire un vrai travail, que ce soit dans la cage ou à l'extérieur de la cage en termes de communication, etc., pour qu'on réussisse à effacer le souvenir qu'on a de lui et à créer, qu'il réussisse vraiment à se créer une nouvelle vraie image. Et c'est là que ça peut être vraiment un problème du coup pour les combattants qui sont tout jeunes dans leur carrière, mais qui ont déjà une image qui est marquée. Tout ce qu'ils font a déjà une importance pour leur image pour toujours. Donc ça met énormément de pression. C'est bon pour les combattants qui réussissent à faire l'exploit comme Paul Denat, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cage. Mais c'est plus difficile quand on est dans la situation d'Hugo Vidal maintenant, qui perd face à Keoni Lambert. Le combat, ça restait une guerre. Hein. Ça restait une guerre, ça restait un combat vraiment respectable. En plus, il y a eu le choc de tête qui a un peu changé la physionomie du combat. À la fin, c'est un rouge sur le palmarès de Vidal. C'est pas censé compter autant que ça compte aujourd'hui. C'est censé être voilà, un début de carrière. On devrait accepter en fait le fait que leur carrière soit en dents de scie, comme j'en parlais dans l'interview que j'ai fait avec Mathieu Leto Duclos justement juste avant. Je parlais de ça que les combattants qui sont au début de leur carrière pro, qui sont en amateur, ils doivent accepter que leur carrière doit commencer de manière assez irrégulière. C'est possible, c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais signe. Mais quand c'est sous le feu des projecteurs, évidemment, ça devient un peu plus problématique. Ça implique beaucoup plus de choses que de perdre. Au bout d'un moment, on n'aura plus jamais ce problème. Genre, il y aura vraiment tellement de combattants français qu'on saura plus où donner de la tête. En fait, on ne pourra pas accorder du crédit à tous les bons combattants français. Évidemment, tous les combattants français qui étaient sur cette carte, c'est des très bons combattants français actuellement. Mais en fait, il y aura beaucoup plus de très bons combattants français dans quelques années. Et donc, on ne pourra pas donner autant de crédit à chacun d'entre eux parce qu'il y en aura tout simplement trop. Et donc, ils seront un peu plus libres de faire des erreurs, d'avoir des carrières en dents de scie, d'apprendre, de bien faire leur 3x5 et de ne pas chercher à faire un KO au premier round pour leur premier combat pro. Je pense que vous voyez à quoi j'essaye de faire référence. Mais voilà, dans l'ensemble, toutes les performances des Français ce week-end étaient assez convaincantes selon moi. On n'est pas à l'UFC, donc non, on ne s'attendait pas à un flying knee, à coups de genoux sautés, des coups de pied retournés de fou, des KO au premier round, etc. Ça restait du très haut niveau et les Français n'ont pas déçu. Il y avait d'autres performances françaises ce soir-là qui méritent d'être saluées. Je pense évidemment à Nicolas Bivol, je pense au combat de Clément Jordanengo face à Louis Laurent. Et juste avant de clôturer, pour revenir rapidement sur Mathieu Leto Duclos, je voulais rappeler, il lui reste 3-4 combats, je crois, 3 combats à l'Hexagone pour défendre sa ceinture. Il a parlé même de prendre la ceinture de la catégorie supérieure, donc de finir potentiellement double champion à la fin de son contrat à l'Hexagone. Donc finalement, est-ce que c'est pas quand même un bon move de sa part d'avoir assuré la victoire pour son dernier combat plutôt que de tout risquer, son contrat à l'Hexagone, sa hype à l'Hexagone, sa potentielle transition à l'UFC, etc. Non, il peut très bien assurer le premier combat, gagner en confiance et chercher à prendre beaucoup plus de risques vers la fin de son contrat à l'Hexagone
pour tenter de passer dans la grande ligue plutôt que de rester à l'Hexagone un contrat de plus, de vraiment vouloir tenter le tout pour faire le spectacle et pas seulement gagner le combat. Mais moi je pense que ça restait une performance assez rassurante. Je rappelle que lui aussi c'est un rebond qu'il est en train de faire, un rebond dans le sens rebondissement après une défaite. Il revient de la défaite du Dana White Contender Series, il revient avec une victoire qui est assez dominante. C'était pas le combat le plus spectaculaire finalement sur la durée, le premier round était excellent, mais ça restait une performance dominante de la part de Mathieu. C'est mon ressenti par rapport à son combat, c'est mon ressenti par rapport à l'Hexagone. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.